étrangères. Événement spécial, édition spéciale, forum spécial consacré à la sortie officielle du Mali, du Niger et du Burkina Faso de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. C'est historique. Plateau spécial pour le décryptage à chaud de cette actualité. Nous avons avec nous Luc Abaki. Luc, bonjour. Bonjour Gilles, bonjour à tous les fidèles téléspectateurs qui nous font vraiment cette confiance de nous suivre à chaque fois. Luc Abaki est journaliste, analyste politique, écrivain et désormais meilleur acteur média de l'année 2023 avec un trophée que je vous présenterai à la fin de cette émission. Avec Luc Abaki, nous avons l'incontournable Sogoyou Kegewi. Excellence, bonjour. Mais je peux dire que c'est pratiquement le plus beau jour de ma vie. Quand on lutte contre le colonialisme et ses métastases, les trois pays héroïques, c'est nos héros, pour aujourd'hui et pour toujours, viennent de donner un exemple que j'espère que les autres suivront. Sogoyou Kegewe, journaliste, ancien ambassadeur du Togo. Alors, la nouvelle, elle est tombée, elle vient de tomber et à chaud. Le Mali, le Niger, le Burkina Faso quitte, claque la porte à la CEDEAO. Luc Abaki, c'est officiel. Oui, c'est très officiel et ça a eu un effet de surprise, même si depuis un moment, on avait déjà le sentiment que les trois pays n'avaient plus ni leur âme, ni leur esprit, ni leur corps au sein de cette CEDEAO-là. Mais on peut aussi comprendre très facilement pourquoi ces États peuvent décider, dans des circonstances pareilles, de sortir tout simplement de la CEDEAO après près de 50 ans. Où ils ont appartenu à cette communauté, où il y en a envie, effectivement, la libre circulation, au moins des personnes. Mais on sait que sur le plan de la libre circulation des biens, il y a des difficultés douanières, etc. Mais au moins, sur le plan de la libre circulation des personnes, on n'avait pas besoin de visa pour circuler dans les États de l'espace CEDEAO. Même la carte d'identité nationale était aussi autorisée et tout. Mais il se trouve que ces États ont toujours eu une forme d'épée de Damoclès que tient la CEDEAO, manipulée et instrumentalisée par les puissances occidentales, pour ne pas dire par la France. Et donc, on comprend qu'à partir du moment où ils ont fait le choix de sortir du conformisme pour tracer leur voie et devenir, si vous voulez, des États modèles au sein de notre sous-région, la menace va toujours planer. Et il me semble qu'à l'heure où nous parlons, la menace était devenue plus intense et l'instrument qui permettrait d'abattre précisément les trois pays, c'est toujours cette CEDEAO-là. Autant sortir d'elle, même si on sait que dans l'immédiat, il y aura un certain nombre de difficultés techniques, il y aura un certain nombre de difficultés pratiques. Ce qui est sûr, c'est que c'est une décision politique historique qui va enclencher un nouveau processus qui fragilise davantage la CEDEAO et qui montre à quel point elle n'est plus une structure crédible. Est-ce que c'est une décision qui a été longuement mûrie ou c'est la conséquence immédiate du dernier incident, c'est-à-dire l'ajournement de la mission de la CEDEAO au Niger dû officiellement à une panne technique? Tout panafricain habitant l'Afrique française, l'Afrique francophone de l'Ouest doit avoir dans son ADN comme objectif de quitter et la CEDEAO et la monnaie scélérate, la monnaie nazie, la monnaie Adolf Hitler. Eux, ils ont fait le premier pas. Comment tu demandes si c'est réfléchi? Nous, on estime qu'ils ont mis trop de temps à réfléchir. Ils devaient le faire immédiatement. La CEDEAO, attends, est-ce que c'est sorcier? Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Ils sortent le mot économique, ça devient communauté politique. Et comme ça ne suffit pas, ils greffent à politique, communauté politique et terroriste de l'Afrique de l'Ouest. Mais comment veux-tu qu'un pays normal y reste? Surtout si ce pays souffre du terrorisme. Donc, les trois États pionniers, tu sais, même les États-Unis d'Amérique, ils sont partis des 13 États de la côte Est. Et ils ont évolué pour être ce qu'ils sont aujourd'hui. Donc les trois États pionniers vont évoluer. Il y a beaucoup de chances que d'autres États rejoignent l'AES plutôt que l'AES rejoigne encore la CEDEAO ou d'autres formules tordues avec laquelle on veut nous régenter. Entre Africains,
on peut se faire confiance et travailler ensemble. Quand tu prends un pays comme le Nigeria, c'est un très grand pays. Les autres seraient prêts, disons même, à lui faire allégeance pour que, bon, ensemble, qu'on construise une économie. Au lieu de quoi, c'est eux qui courent se faire allégeance à des gens insignifiants, à des gens dont les pays sont en train de s'effondrer, à des régimes qui sont contestés bruyamment à l'intérieur de leurs frontières, dont des gens même marchent sur leur présidence. Et c'est à ces gens que les pays africains en qui nous, on a confiance, sur lesquels nous, on compte pour sortir de l'esclavage, c'est à ces gens en train de tomber là que les pays africains viables vont faire allégeance. Donc moi je crois que tant que l'économie, la communauté n'était plus économique, elle devait mourir d'elle-même. On ne va même pas dire que Mali, Burkina, Niger se sont retirés. Je vous ai dit ici tantôt que la CEDEAO, c'est comme le Titanic déjà en train de plonger et qui n'avait même pas l'orchestre sur le pont pour jouer la dernière chanson. Je l'ai dit, avant que ça, je l'ai dit non, quand on parlait ici. Donc, le Titanic, boum, il a sombré. Bon, il y a peut-être quelques survivants dans les canaux de sauvetage, mais le Titanic est parti. Luc Abaki, est-ce qu'il n'aurait pas été, pour respecter toutes les formes juridiques, que ces pays consultent leur population, je ne sais pas, par référendum ou par leur Assemblée nationale, avant de prendre une telle décision? Évidemment, on comprend qu'en principe, pour un État, disons, démocratique, où les institutions ont leurs valeurs, où le peuple est souverain, des décisions aussi fortes nécessiteraient, si vous voulez, un référendum et tout. Maintenant, il faut se demander si, au départ, l'adhésion de ces pays-là avait nécessité un référendum. En tout état de cause, on se rend compte que ces trois pays ont décidé de se définir une voie de souveraineté. Et c'est une politique qui est véritablement assumée en complicité avec la population. Maintenant, au regard de l'urgence, des menaces qui planent justement sur ces pays-là, on venait de parler de la mission de la CEDEAO qui devrait aller à Niamey et qui a prétexté d'une panne technique pour ne pas s'y rendre. Pendant ce temps, les ténors de cette communauté sous-régionale se retrouvaient à Paris pour conspirer justement contre ces États-là. Ça veut dire que... C'est un procès d'intention. Ils ont des intentions. Dans tous les cas, vous savez, le Mali, le Burkina Faso et le Niger nous ont déjà montré, de par leur méthode de gouvernance et les actions qu'ils posent, qu'ils ne posent aucun acte hasardeux. Tout est suffisamment mûri, réfléchi et sur la base d'une méthode absolument rigoureuse. Ce qui veut dire que si aujourd'hui les trois pays décident de claquer la porte à la CEDEAO, c'est sans doute parce qu'ils ont des informations rendant compte d'un projet de menace réelle contre ces États-là, parce que la CEDEAO, agacée par la résistance, la résilience des trois chefs des trois pays, se rend compte qu'il faut changer de formule, par exemple. Et donc, s'il faut changer de formule et aller par une forme d'agressivité, après avoir utilisé des méthodes viles, après avoir asphyxié ces États-là avec des sanctions aussi débiles, démentielles, inhumaines et immorales, donc ça veut dire que si ces États-là ont ce genre d'informations, il n'est point question de recourir à un référendum qui prendrait plus de temps, alors que toutes les actions qui sont menées par ces pays sont adoubées naturellement par la population. Et donc, je pense qu'à partir du moment où la décision politique a été prise, cela coupe le pont de l'herbe sous les pieds donc de ceux-là, de ces conspirateurs qui pensent qu'ils peuvent utiliser la CEDEAO comme un épouvantail, un instrument permettant d'abattre précisément ces trois pays. Donc, maintenant, oui, tu poses la question de savoir pourquoi ils n'ont pas consulté le Parlement et le peuple. Mais Gilles, tu me surprends, tu es encore dans ces conneries de démocratie. Ça donne quoi? C'est quoi cette histoire de démocratie? En Europe, mais la démocratie sert aux populations à élire leurs dirigeants. Et encore. Mais en Afrique francophone, la démocratie sert à Paris à nommer nos dirigeants. Et vous voulez... Mais attends, pourquoi les pays qui se disent démocratiques en Afrique de l'Ouest, dans la CEDEAO, est-ce qu'ils ont consulté leur parlement? Est-ce qu'ils ont consulté leur population? Mais ils ont pris ces mesures assassines contre le Niger. Et c'est maintenant ces peuples qu'ils ont affamés qui, eux, vont aller soi-disant, au nom de la démocratie, consulter leur population. Mais attends, moi, hein, si tu vas dans mon village,
tu arrêtes n'importe qui, quel passant, tu dis CEDEAO, il va te demander de quoi tu parles. La CEDEAO n'est pas connue. Elle se résume à des fonctionnaires rentiers assis à Abuja, c'est ça la CEDEAO. Et elle ne lève la tête que quand elle entend coup d'État. Donc, ils n'avaient pas à perdre et le temps et l'argent pour consulter qui que ce soit. Quand dans le pays voisin du Nigeria, quand il a osé pointer le nez au Sénat, on a vu ce qui s'est passé. C'est pourquoi les autres ont tout abrégé. On ne consulte ni Assemblée, ni Sénat, ni population. Je demande aux 3 pays de l'AES d'appliquer les mêmes recettes que les démocratiquement élus de la CEDEAO. Le retrait de la CEDEAO, analysons maintenant un peu les conséquences. Le retrait de la CEDEAO, cela entraîne automatiquement le retrait de l'UEMOA aussi, l'Union économique et monétaire? Non, c'est 2 choses différentes, c'est 2 structures différentes. Il est clair que pour l'instant, les 3 États ont décidé politiquement de sortir de cette communauté économique, soi-disant économique, des États de l'Afrique de l'Ouest. Et donc, la conséquence directe, c'est ce que je venais de vous dire, c'est-à-dire qu'à partir du moment où ils faisaient partie d'une même communauté, il y avait la libre circulation des personnes, par exemple, et donc vous pouvez prendre votre avion tout de suite, descendre à Bamako sans avoir besoin d'un visa. Donc, mais au moins la décision politique, dans les normes juridiques, ces genres de décisions devraient prendre au moins 1 an avant d'être mises en œuvre. C'est-à-dire que le projet est annoncé, mais l'effectivité du retrait ne peut être actée qu'au bout d'1 an. En tout état de cause, puisque nous y sommes, il est question maintenant de voir sur le plan bilatéral entre ces 3 États et les autres États voisins, etc. Et sur le plan de la collaboration avec la CEDEAO, qu'est-ce qui peut être fait de façon pratique pour acter le principe de cette sortie de la CEDEAO. Il est clair que dès l'instant où ces dirigeants-là ont pris de court la CEDEAO, il y aura des réactions épidémiques. Ça, il ne faut pas se tromper. Il faut comprendre que dès l'instant où on utilisait la CEDEAO comme un instrument pour abattre précisément ces pays et leur peuple, aujourd'hui où ils décident de sortir, vous allez vous rendre compte que les gens vont alors commencer à bourdonner, à bouillonner et à conspirer à nouveau avec des formules, disons, démentielles, à la limite diaboliques, pour coincer ces chefs d'État-là. Mais ce qui est intéressant, c'est l'état d'esprit, aussi bien de ces dirigeants que de leur peuple. Ils ont déjà compris qu'ils ne peuvent compter sur la CEDEAO, ils ne peuvent compter sur ces dirigeants qui font partie donc de la CEDEAO. Ils savent que quel que soit le supplice, quels que soient les caprices qui seront donc développés, entretenus contre eux, ils ont déjà la parade, qui est d'abord mentale, psychologique, avant d'être bien sûr physique. Les dirigeants respectifs de ces 3 États, prenant toutes leurs responsabilités devant l'histoire et répondant aux attentes, préoccupations et aspirations de leur population, décident en toute souveraineté du retrait sans délai du Burkina Faso, du Mali et du Niger de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, dit le communiqué sur les médias. Excellence Sogoyou Kegewe, est-ce qu'on peut s'attendre à des mesures de représailles de la CEDEAO, à une fermeture des frontières, à un blocus par exemple, concernant ces 3 pays? Ah bon? Donc tu es le seul qui ne sait pas qu'il y a blocus? Gilles, tu es le seul qui ne sait pas qu'il y a blocus contre le Mali, le Niger et le Burkina? Mais ils sont déjà dans le blocus. Oui, de fait, oui. Ils sont déjà dedans, ils vont craindre quoi? Mais leurs ressortissants iront dans ces pays parce que les gens de ces pays aussi iront chez eux. Si c'est à ce jeu qu'ils veulent passer maintenant, ils n'ont qu'à passer. C'est leur population qui vont les renverser 1 à 1. Oui, tout à fait, oui. L'AES n'a rien à craindre. Sylvain, ils n'ont qu'à faire le blocus. Ils n'ont qu'à construire le mur comme le gouverneur de Californie, du Texas, qui veut construire le mur à sa frontière avec le Mexique et qui crée aujourd'hui tous les problèmes aux États-Unis. Je vous ai dit la dernière fois que la CEDEAO doit construire une nouvelle muraille de Chine pour contenir ces pays, ce qui est impossible. Donc, ils ont pris une décision courageuse. Il y aura des conséquences. D'accord. Mais ils vont les assumer parce qu'ils ont déjà assumé pire. Quand on ferme tes frontières et que même les médicaments n'arrivent pas dans le pays, ceux qui font ça sont des assassins. Au même moment, certains pays sont déjà sortis de la CEDEAO sans conséquences extraordinaires. Je cite l'exemple de la Mauritanie. Ouais. Sauf que le contexte n'est pas le même, bien sûr, parce qu'ici, tout le monde sait que la CEDEAO était déjà en fronde ouverte
contre ces trois États-là. Et donc, il y avait des ressentis négatifs qui sont évidents, et il y avait des positions assez tranchées, et on voulait en découdre véritablement avec les trois pays-là, en utilisant les soi-disant règles établies par la CEDEAO sur la bonne gouvernance, etc., qui interdisent les coups d'État et tout, et ça. Donc, c'est dire que, vous savez qu'on est en 2024, et logiquement, les transitions qui ont été mises en place devraient commencer à prendre fin, par exemple au Mali, etc., etc. Et donc, la CEDEAO entendait prendre prétexte sur ce genre de situation pour corser la situation et même chercher donc à renverser, si vous voulez, ces régimes, etc. Alors que la voie, ou en tout cas la dynamique qui est amorcée dans les trois États aujourd'hui, n'a aucun intérêt à rebrousser chemin. Il faut bien sûr continuer et faire en sorte que l'affranchissement soit au bout donc, de cette démarche-là. Je crois que c'est de façon lucide et très réfléchie que les trois pays ont décidé précisément de sortir de cette communauté-là. Maintenant, bien sûr, comme il a dit, les conséquences sont là, mais au même moment, il faut comprendre qu'à partir du moment où il y a une forme d'inter-échange entre les États, autant les pays frondeurs là vont vouloir coincer les citoyens des pays du Sahel, autant ils doivent être conscients de ce que beaucoup de citoyens de ces pays-là résident effectivement au Mali, au Niger et au Burkina Faso. Ça veut dire qu'en tout état de cause, s'ils sont conscients de ce qu'ils travaillent pour le peuple, pour l'épanouissement de leur peuple, ils ne peuvent pas prendre des mesures pour coincer les Maliens dans les pays qui ne font plus, qui sont de la CEDEAO, sans penser justement aux conséquences que leurs propres citoyens pourraient avoir justement au Mali, etc. Dans tous les cas, ils dépendent l'un de l'autre et il va falloir montrer plus de raison, plus de lucidité et faire en sorte que l'intérêt supérieur de tous ces peuples-là, de toutes ces nations, puisse être préservé. Oui, moi je dis ceci, Gilles, ça a quand même duré. Nous avons ici, sur ces antennes ici, on n'est pas des vents en guerre. Nous avons toujours dit ici, d'abord, à propos de la France, que la France peut assouplir sa position et reprendre langue avec ces pays, reformer sa diplomatie terroriste, et tout irait bien. Mais comment se fait que l'arrogance et les mauvaises humeurs de Macron déterminent la diplomatie de tout un pays comme la France, un grand pays comme la France? L'arrogance d'un gamin détermine sa diplomatie, et voilà où on arrive. Ceci dit, les pays frères de ces pays de l'AES, eux aussi, ils ont eu tout le temps de réfléchir, de mettre un peu d'eau dans leur vin, parce que tu ne peux pas punir ces pays sans punir directement ou indirectement tes propres ressortissants. Ils ont réfléchi ou ils n'ont pas réfléchi. La solution ou l'aboutissement de leur immense réflexion est tombé sur une panne d'avion à Abuja. Alors, quel choix vous croyez que ces trois pays avaient? Les autres ont eu le temps de s'assouplir. Regardez, à côté, mais l'autre a eu, dans un sursaut de choses, de dire, bon écoutez, nous laissons vos marchandises venir dans notre port. Malheureusement, c'est une décision à encourager, à applaudir, mais malheureusement, elle est incomplète. Si les bagages viennent, les marchandises viennent et au nord, à la frontière, ils ne peuvent pas sortir, mais il n'y a pas de bon sens. Donc, moi, je me dis ceci. Ils ont eu le temps de réfléchir, de dire que Maliens, Burkinabés et Nigériens sont nos frères. Que nous, on n'est que des individus, on va passer. Je suis président aujourd'hui, c'est bon. Même si je fais encore 2-3 mandats, c'est rien dans la vie d'un pays. 15 ans de nouveaux mandats, c'est absolument rien. Nous allons partir demain. Nos populations, les enfants qui sont en train de naître, c'est à eux que voulons laisser ce mauvais héritage d'inimitié entre des peuples que tout lit, qui sont des frères et des sœurs. Avant la CEDEAO quand même, les ressortissants des différents pays vivaient les uns chez les autres. Qui aujourd'hui et pour quel motif porterait atteinte à cette évidence? Alors, dans ce contexte, que deviennent les sanctions de la CEDEAO imposées au Niger, par exemple? Mais elles deviennent caduques, tout simplement. Elles deviennent caduques parce que là, les paradigmes géopolitiques changent, le contexte n'est plus le même. Vous avez cru utile de sanctionner un parmi vous qui êtes membre de votre communauté.
le monsieur sort de cette communauté-là, donc vous n'avez plus la même mise sur lui. Vous n'avez plus d'instruments juridiques qui vous permettent de parler de sanctions. Vous devez lui rendre ses biens, tout simplement, que vous avez confisqués dans cette posture de parent ou du maître, de gestionnaire de ces biens, etc. Dès lors que le Mali sort, ça veut dire que ces capitaux qui sont bloqués au niveau de la CEDEAO doivent être libérés. Pas de la CEDEAO, mais de l'UEMOA. Non, mais c'est la CEDEAO, en fait, qui a donné l'ordre. Le principe de cette sanction-là. L'UEMOA ne dispose d'aucun principe juridique qui lui permet de prendre une décision politique bloquant les biens d'un État. Est-ce qu'on est d'accord? C'était déjà une décision débile, démentielle, qu'il fallait dénoncer. Terroriste. Voilà, c'était sanguinaire, c'est meurtrier, ça, voyez-vous. Donc, ça veut dire que ils pensaient que oui, parce que vous êtes membre de notre communauté, et notre communauté interdit, par exemple, les coups d'État. Vous avez fait un coup d'État, nous vous sanctionnons. Et en sanctionnant, justement, ces États-là, ils n'ont pas compris qu'il fallait utiliser les instruments, les règles qui ont été établies de commun accord. Ils ont extrapolé leur marge de manœuvre pour prendre des décisions qui ne reposent sur absolument rien. Maintenant que ces États-là ne font plus partie de cette communauté, le bon sens et la raison imposent que la CEDEAO lâche prise pour dire, bon, ben, écoutez, assumez votre destin, parce que dans tous les cas, c'est le peuple qui doit pouvoir décider de son sort avec ses dirigeants. C'est le peuple qui va décider de qui doit le diriger et dans quel sens. Et donc, il n'appartient pas à des communautés internationales, à ces regroupements-là, de venir interférer jusqu'à décider de la conduite à tenir en termes de politique intérieure. Je pense que les exemples que les trois pays-là sont en train de nous montrer doivent ramener nos dirigeants à reconsidérer leurs attitudes, leur velléité de domination et d'influence, et tous les ailes qui caractérisent certains chefs d'État de notre sous-région, et où ils ont le sentiment qu'ils peuvent parler au nom de tout le monde à la fois. Donc je pense véritablement que cette décision des trois pays-là est une décision historique. Elle rend compte de la fragilité de la CEDEAO, de son incohérence et de sa fragmentation actuelle. Aujourd'hui, je ne sais pas quel pays est vraiment fondé à se réclamer véritablement de la CEDEAO par conviction, si ce n'est des dirigeants belliqueux, bellicistes, et vraiment qui sont acquis à la cause donc des puissances prédatrices qui peuvent encore utiliser la CEDEAO non pas comme une communauté économique, mais comme un instrument d'abattage des ennemis, enfin de ceux-là qui considèrent comme étant des ennemis de leur pouvoir. Excellence, est-ce que les sanctions de la CEDEAO tombent d'elles-mêmes dès lors que le Niger se retire avec les deux autres États du Sahel de la CEDEAO? Les sanctions tombent d'elles-mêmes si les gens font preuve de bon sens. Or, jusqu'ici, du côté de la CEDEAO, on n'a jamais vu une trace de bon sens. Mais maintenant, ce n'est plus la CEDEAO, c'est à chaque pays individuellement de dire je ferme mes frontières ou non avec le Niger ou avec les autres. C'est à chaque pays. La CEDEAO, ça ne marche plus. C'est pour ça que je parlais de bilatéral. Et ces craquements, j'ai dit ici, que les gens ont quitté la CEDEAO, ils sont les premiers, mais ils ne seront pas les derniers. Partout aujourd'hui, à notre époque, je rappelle, il y a des craquements qui vont faire tomber ces ensembles fictifs, ces ensembles méchants, ces ensembles terroristes, ces ensembles nouvel ordre mondial, façon, valeur, ceci, cela. Ça va tomber en Europe, l'Union européenne. Mais après le Brexit avec les Anglais, il y a le Frexit, déjà milite pour la sortie de la France. Les Italiens l'ont eu déjà vers les BRICS. Là-bas aussi, il y aura des craquements. Des pays vont partir, quitter la fiction de l'Union européenne. Il n'y a pas d'Union européenne. C'est aussi un machin qui permet à l'Amérique de régenter l'Europe, comme ici, la CEDEAO permet à la France de nous régenter. Tout cela, c'est des fictions. Nous sommes passés dans une ère où toutes ces fictions vont tomber. L'Amérique même, je me répète, elle est en plein craquement et menace d'effondrement. L'atmosphère est générale. Les trois pays du Sahel n'ont fait que ce qui est en train de se passer dans les autres ensembles fictifs, des ensembles terroristes. Ça peut ne pas s'arrêter à ces trois pays, parce qu'il y a la Guinée aussi qui n'a pas encore dit son dernier mot. Justement, parce que là,
là, vous savez, la Guinée avait adopté une position un peu hybride, un peu... Non, parce qu'elle a sa monnaie. Au fait, le problème, c'est que la Guinée a sa monnaie. Exactement. Mais ce qui est sûr, c'est Voilà. qu'elle a toujours soutenu, si vous voulez, les pays du Sahel. Elle a toujours montré, elle a ouvert son port pour... elle n'a jamais appliqué, si vous voulez, les décisions qui sont souvent prises de façon hasardeuse par la CEDEAO. Et donc, ce qui veut dire que la perche lui est tendue aujourd'hui, dès l'instant où ces trois pays-là décident donc de sortir de la CEDEAO. Ce qui est sûr aussi, c'est que la Guinée, de par son âme et son être, ne se sent pas concernée par les décisions que prenne la CEDEAO. Donc, ça veut dire que, de façon, si vous voulez, sur le plan de l'esprit, la Guinée ne fait même pas partie de la CEDEAO. Maintenant, est-ce que le président Doumbouya aura le courage politique de prendre une décision formelle décidant de sa sortie justement de cette communauté-là? On attend de voir, mais dans tous les cas, quand trois pays en même temps décident de sortir d'une communauté comme celle-ci, ça veut dire clairement qu'elle a des faiblesses qui sont notables. Et ces faiblesses-là, nous n'avons fait que les révéler chaque fois que nous sommes ici. Et il n'est pas étonnant que d'autres pays puissent sortir de la CEDEAO dès l'instant où on sent une forme de cisanie à l'intérieur, des divisions internes, parce que les gens ne sont pas animés par la bonne foi, parce que les gens ne collaborent pas avec la vérité, la sincérité, et ils pensent qu'ils peuvent toujours utiliser la CEDEAO pour servir la cause des puissances occidentales. Donc, nous pensons que c'est une voie irréversible, et ce qui est certain, c'est que cette CEDEAO-là, si elle doit être reconstituée, elle va être reconstituée sur des bases nouvelles, avec des leaders nouveaux, qui ont une nouvelle vision, qui doit s'attacher au bien-être et à l'épanouissement de la population, qui est donc s'harmonisant précisément avec l'esprit et la lettre qui avait gouverné la mise en place de cette CEDEAO-là par ses fondateurs en 1975. Oui, mais au-delà donc de ces sanctions, il y a des projets intégrateurs que la CEDEAO partage avec ces pays. Avec cette sortie, c'est quand même dommageable pour certains de ces projets. Des projets de route, des projets d'énergie. Cite-moi le projet intégrateur qui est réalisé, c'est de l'enfumage. Depuis des années, la CEDEAO fait de l'enfumage pour faire... Je peux vous citer des projets d'interconnexion électrique. Électrique, ça a servi à quoi? Le marché régional de l'électricité qui est en construction. Ça a servi à quoi, l'interconnexion? À punir le Niger injustement. Alors, tu crois que c'est des choses à encourager? Tu es sur toi que si tu avais la responsabilité de ton pays, tu vas te laisser encore dépendre de quelqu'un sur le plan de l'énergie, sachant qu'à la moindre alerte, il te la coupe. Chacun doit, sauf d'ailleurs, les pays du Sahel, la Russie leur a promis des centrales nucléaires. Ils auront leur énergie pour qu'on en finisse. Est-ce que tu comprends? Donc, vos projets communs, machin, c'est du bidon, ça n'a jamais rien donné, ça ne donnera rien. Il y a des années qu'on nous fatigue avec l'autoroute Lagos-Abidjan, et aujourd'hui, c'est les champions des deux extrêmes là, qui sont en train de foutre le bordel, qui refusent l'intégration de la CEDEAO par amour extrême pour Macron. Non, écoutez, mais à propos de ces projets-là, normalement, il ne devait pas avoir de problème sur les projets. Pourquoi? Parce que ces projets-là, la cagnotte qui sert à mettre en œuvre ces projets, c'est une cagnotte collective, c'est-à-dire c'est des participations des États, d'accord? Vous êtes des États voisins, vous n'êtes pas obligé d'appartenir à une même communauté avant de travailler pour l'épanouissement de votre peuple. Donc, ça veut dire que s'il y a des projets, et cela demande que, par exemple, le Mali, le Burkina Faso ou le Niger contribuent à une cagnotte qui permet de réaliser un ouvrage ou une infrastructure pouvant bénéficier à tous les États, que ce soit à la Côte d'Ivoire, je sais pas, à d'autres pays, au Togo, etc. Ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, c'est une décision politique qui montre que, en fait, ces États-là ne sont pas d'accord avec tout ce qui se fait d'hasardeux, d'incohérent, d'inconsistant, d'inhumain au sein d'une communauté. Maintenant, les dirigeants de chaque pays doivent alors prendre conscience de ce qu'ils ont une vocation vis-à-vis de leur peuple, vis-à-vis de leurs voisins. Et ils sont libres précisément de collaborer ou non avec le voisin
qui ne fait plus partie de cette communauté qui était quand même une communauté de pacotille, comme il le dit, c'était de l'enfumage dès l'instant où la CEDEAO n'était plus dans la sincérité et dans la vérité. Donc les projets, oui, ils peuvent continuer si les gens sont animés par, restent conscients que ces projets-là ne vont pas profiter à un dirigeant, mais au peuple qui l'ont choisi ou du moins au nom duquel il est en train d'agir. Et donc, tout simplement, tous ces projets doivent pouvoir continuer et ils peuvent même initier d'autres sur le plan bilatéral ou multilatéral parce qu'en tout état de cause, c'est l'Afrique qui doit gagner, c'est le peuple qui doit gagner, c'est tous les citoyens de notre espace qui doivent pouvoir gagner. Gilles, je dis on doit prendre exemple chez les autres. Est-ce que tu imagines un seul instant, les Européens, les Blancs, en train de fermer leurs frontières à un pays enclavé en Europe? Qu'aujourd'hui, l'Union européenne, tous les autres décident qu'un pays comme l'Autriche, on ferme les frontières, on ferme les ports où l'Autriche, disons, prend ses marchandises. Ils ne le feront jamais. Même si les raisons politiques et économiques les y contraignent, il y a une base culturelle judéo-chrétienne qui font qu'ils ne vont jamais soumettre leurs frères à ces tortures. Pourquoi les Noirs seuls sont capables de ces infamies, de ces félonies? Et regarde l'Asie. Il y a des pays enclavés en Asie. Tu prends la Mongolie, tu prends certains pays, Kazakhstan, machin, qui sont en pleine chose. Mais ces pays-là, leurs frères n'accepteront jamais de leur infliger ce que les Noirs font ici à leurs frères. Pourquoi c'est les Noirs? Est-ce que ça veut dire que, comme je l'ai dit, notre cerveau aussi est noir? Ou qu'est-ce qui se passe exactement dans la tête des nègres? Aucun peuple au monde ne le ferait. Pourquoi les Noirs le font? Pourquoi les Noirs sont prêts à affamer leurs frères du Niger, du Mali, du Burkina? Ils n'ont pas de port. Ce n'est pas leur faute s'ils n'ont pas de port. C'est le même colon qui a fait ce découpage unique. Et vous, les Noirs, on dirait que vous êtes tellement fiers de cette division unique que vous utilisez ça contre vos frères. Tant que la CEDEAO n'a pas clairement dit qu'elle lève ses sanctions, sans consulter qui vous savez, mais je dis que c'est une trahison contre la race noire. Tous les Noirs, qu'ils soient ici, dans les Caraïbes, aux États-Unis, doivent savoir que la CEDEAO est une organisation assassine contre les intérêts des Noirs. Mais est-ce que c'est une décision réversible? Est-ce que ces trois pays peuvent revenir sur la décision? Mais pourquoi ils devaient pouvoir revenir si la décision est fondée sur le besoin d'épanouir leur peuple? Mais ce qu'il était en train de dire est tellement sensé. Il y a combien d'années que l'Angleterre est sortie de l'Union européenne? Il y a eu quoi? Et l'Angleterre, après avoir évalué ses intérêts et vu l'impact que son entrée au sein de l'Union européenne a pu générer dans la vie de son peuple, a décidé en toute souveraineté de sortir. Il n'y a pas eu de bruit non plus. Et tout va très bien, sauf que désormais, pour aller en Angleterre, vous n'avez pas besoin simplement d'avoir du Schengen, mais d'avoir un visa pour l'Angleterre, pour la Grande-Bretagne. Et puis c'est tout. Donc, ils sortent de là, ils ont leur monnaie, ils disent, bon, nous n'utilisons plus l'euro. Il n'y a rien à voir. Donc, ça veut dire tout simplement qu'il faut qu'on comprenne que la liberté est inhérente à la nature humaine. Et donc, on ne peut pas contraindre des citoyens, des êtres humains, à ne pas jouir de leur liberté. Autant ils ont été très libres à adhérer à une communauté comme celle-là, parce qu'ils espéraient qu'en y allant, ils gagneraient mieux que lorsqu'ils sont seuls. Si au bout de 48 ans, ils se sont réalisés que, écoutez, plutôt que d'être là-bas, et parce que cela s'apparente à une forme d'errance, nous décidons désormais de sortir de là-bas et donc de nous refaire de façon endogène en nous appuyant sur notre propre potentiel. Cela ne devrait regarder personne. Cela ne devrait déranger personne si ce ne sont des puissances occidentales qui n'ont aucun intérêt à ce que nos pays s'organisent, se structurent et deviennent des nations organisées, prospères, capables de s'assumer. Vous voyez? Donc, normalement, au sein de la CEDEAO, il ne devait pas avoir du bruit. On va constater tout simplement l'échec de cette communauté, son incapacité à fédérer les énergies autour des idéaux porteurs, et donc qui explique que des gens, de temps à autre, commencent à sortir. La Mauritanie était sortie, et aujourd'hui, ces trois autres pays qui sortent encore. Ça veut dire qu'il faut revoir les paradigmes de gouvernance de cette CEDEAO-là. Nous avons toujours parlé de cela et nous ne pouvons pas être étonnés que demain, 2 ou 3 autres pays
décident de sortir de cette communauté. Heureusement que le Mali, le Burkina et le Niger ont déjà constitué leur alliance. Ils ont commencé à se serrer les coudes parce qu'ils ont compris tous les défis qu'ils ont à relever chez eux là-bas et en lien avec le besoin d'épanouir le peuple et de libérer les intelligences endogènes, etc., etc. Nous espérons tout simplement qu'ils vont tenir bon, comme ils l'ont toujours fait, parce qu'ils créent une forme d'espoir dans la mentalité du citoyen africain. Ils sont en train de défaire tous les nœuds psychologiques qui ont été construits exprès dans l'esprit des citoyens africains et qui expliquent qu'après tant d'années d'indépendance, nous ne sommes pas capables d'initier, de prendre des initiatives qui vont assurer notre meilleur devenir de demain. Cette décision intervient dans un autre contexte où le Mali est un peu en froid avec l'Algérie, combiné avec le froid entretenu maintenant avec la CEDEAO. Est-ce que ça ne fait pas beaucoup pour ces États du Sahel? Le peuple algérien est un grand peuple. Tout le monde a vu comment il s'est battu pour se débarrasser du colonialisme visqueux de la France. Le peuple algérien a réussi ce tour de force. Mais maintenant, les héritiers du pouvoir algérien, il y a parmi eux qui sont vendus à la même France, dont ils se vantent de s'être libérés, et ils s'entendent avec la France quand il s'agit de voler les Noirs. C'est pourquoi je dis, les Noirs, réveillez-vous. Personne ne vous fait cadeau. Personne ne vous aime. Personne ne vous soutient à part les autres Noirs. Alors, quand je vois d'autres Noirs qui courent à gauche, à droite pour dénoncer leurs frères, parce qu'ils se disent, parce qu'ils ont acheté des huiles éclaircissantes, ils se disent, nous, on a la peau claire, je dis, c'est une erreur et c'est une trahison contre la race noire. L'Algérie, ce que l'Algérie fait, elle calcule ses intérêts et elle se dit, les nègres, ils peuvent mourir de faim là-bas. C'est comme ça que l'actuel président, je parle de l'actuel président, ce n'est pas le peuple algérien dont la combativité anticoloniale est connue et certifiée. Donc l'actuel président, qui croyait qu'il peut voler les nègres, comme ses ancêtres avaient fait, mais il s'est trompé de route parce que le nègre en question, c'est Assimi Goïta, et il ne se laissera pas faire. C'est tout. Que ce soit en froid ou en chaud, sans l'Algérie, le Mali vivra. C'est tout. Et puis il faut comprendre que la voie de l'héroïsme n'est pas faite pour les enfants de cœur. Lorsque vous décidez de façon audacieuse de vous faire votre voix, attendez-vous à ce qu'il y ait des ligues, à ce qu'il y ait des difficultés, des embûches qui vous seront dressées exprès par des gens qui redoutent votre épanouissement. Vous voyez? Donc, qu'il y ait du froid aujourd'hui entre le Mali et le Niger, oui, on comprend. Et on sait pourquoi il y a ce froid-là. Au départ, parce que l'Algérie, entre le Mali et l'Algérie, on comprend au départ. Parce que l'Algérie avait besoin de régler des comptes à la France, elle a donné le sentiment de s'attacher au Mali et de défendre la cause du Mali. Mais après, quand elle a vu que le Mali se constitue et devient un État fort, qui risque justement de s'affranchir d'un certain nombre de choses, elle a fini même par faire des deals avec la France en vue justement de commencer à saboter justement cette relation séculaire qui existe entre l'Algérie et le Mali. Et je crois que les dirigeants maliens font preuve de lucidité. Et leur intégrité est quand même saisissante. C'est ça un être humain en réalité. Vous devez prendre des décisions et les assumer, quelles que soient les embûches, quelles que soient les épreuves. Ne pas vous laisser distraire par l'épouvantail de la peur, etc., etc. Je crois que les Maliens sont dans leur bonne raison. Ils ont dénoncé à travers un communiqué un certain nombre de comportements maladroits, malsains, immoraux, et qui montrent que l'Algérie est en train précisément d'utiliser le Mali comme son arrière-cour, comme si c'était un État, un sous-État dans l'État algérien. Donc, c'est des faits. Il faut être capable de dénoncer les faits quand ils ne vont pas dans votre intérêt. Et être capable d'assumer vos choix, quelles que soient les embûches par lesquelles vous devez pouvoir passer. Même si vous devez y laisser votre vie, vous laissez votre vie pour une cause noble qui vous fait rentrer
dans l'histoire. C'est ce que des gens comme Sankara ont eu à faire. Aujourd'hui, ils deviennent des légendes. Voilà. Les téléspectateurs qui sont très enthousiastes et nombreux. Je voudrais relayer 2-3 messages avant de vous donner la parole pour conclure cette édition spéciale consacrée donc au départ des 3 pays du Sahel de la CEDEAO. Vive New World TV pour le travail réalisé. Bravo à vous. Gilles, Doyen Sogoyou, Monsieur Abaki Luc, Maître Emmanuel, Eric Sosa, Innocent Pato, Anani Sosou et tous les autres. Votre travail conjoint produit de plus en plus des fruits délicieux. Bravo au colonel Assimi Goïta, au capitaine Ibrahim Traoré, au général Tiaini Abdourahman et à tout leur gouvernement. Ils vivront longtemps parce qu'ils écoutent leur peuple. Bravo au groupe Mansa dans l'Infoca. Bravo à l'Afrique qui gagne. Continuons le travail et la prise de conscience et gardons surtout la veille car les loups de maison et de l'étranger vont livrer leur dernière bataille pour faire écrouler les résultats déjà obtenus. Mort éternelle à eux. Léopold Kotor depuis Cotonou, Bénin. Merci beaucoup Léopold d'être revenu pour votre message spécial. Nous avons reçu de la Chine également le message d'un téléspectateur que je vous propose maintenant. Bonjour au plateau de New World. Je m'appelle Alain et je vous écris depuis l'Empire du Milieu, c'est-à-dire la Chine. Je suis un auditeur de longue date de votre émission, mais compte tenu du décalage horaire, je n'ai jamais pu y participer en direct. C'est fait maintenant. Je voulais juste vous remercier pour votre beau travail et vous dire que votre voix porte très loin dans la diaspora. Les 3 pays de l'AES font la fierté de toute l'Afrique et nous sommes prêts à les accompagner avec ce que nous avons. Il montre qu'un peuple uni derrière des dirigeants concentrés sur l'essentiel peuvent accomplir des prouesses. Comme le président Gbagbo le disait, tout ce que nous voulons, c'est que quand nous passons, qu'on puisse se dire voilà des hommes qui passent. Longue vie à l'AES, vivement qu'une ligne de chemin de fer soit construite entre le port de Lomé et Ouagadougou pour sceller l'engagement de ce pays leader qu'est le Togo. Merci beaucoup Alain pour votre message depuis la Chine. Et donc nous arrivons à la fin donc de ce plateau spécial. Luc Abaki, je l'annonçais. Luc, il faut l'annoncer maintenant avec son trophée spécial meilleur acteur média de l'année décerné par Togo Top Impact. Merci et félicitations à vous. Merci beaucoup. Comme je le dis, je crois que le mérite revient aussi à New World qui nous offre ce créneau, voilà, de nous exprimer, de contribuer à la réflexion, alimenter donc la réflexion, etc. Et puis, en tout cas, merci à ces initiateurs qui sont convaincus, qui ont bien compris qu'il faut célébrer des modèles inspirants parce que nos sociétés ont besoin de ces genres d'éléments qui puissent précisément donner l'exemple et faire avancer nos sociétés. Merci beaucoup Luc. Bonjour Gilles. Je suis un téléspectateur qui vous suit instantanément depuis le Sénégal sur votre émission du dimanche avec mon idole Kegewe Sogoyou. Merci de pouvoir vous retrouver sur WhatsApp. Merci. Excellence, 30 secondes. Oui, 30 secondes. Moi, j'allais juste rappeler que les Algériens doivent savoir qu'ils ont réussi leur guerre contre la France grâce à l'appui du Mali. Tombouctou, Gao et d'autres villes étaient les bases où les Algériens se sont retirés. C'est là qu'ils recevaient et les armes et les combattants. Et dire aujourd'hui que l'Algérie accuse le Mali de recruter des mercenaires, c'est une honte sans nom. Voilà. Merci, Sogoyou Kegewe. Nous arrivons donc à la fin de notre édition spéciale. À Clés Opinion, merci beaucoup pour le travail bien fait. Fidèles téléspectateurs, merci de votre aimable attention. Nous retrouvons très bientôt. Les programmes se poursuivent sur New World Info. À très bientôt.